Votre grand journal du soir est en balade tous les jours avant 20h sur Europe 1. C'est Douce France avec, avant le week-end, le plein d'idées sorties, des visites, mais aussi la découverte de délicieux produits régionaux. Et ce soir, on est en centre Val-de-Loire, Thierry. Et qu'on aime se balader dans nos beaux territoires. Direction en effet le Loir-et-Cher pour débuter, où nous attend précisément à Vineuil, tout près de Blois. Pauline Dubois, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes membre de l'équipage Les Compagnons du Vent. Avec vous, on va survoler les châteaux de la Loire en montgolfière. Ça, c'est chouette. On part de Chambord, on parle également de Cheverny, bien sûr, de Chenonceau. C'est quoi, c'est 3h30 de montgolfière ? Alors, quand on part en vol en montgolfière, on part effectivement pour une activité de 3h, 3h30, dont 1 heure de vol en montgolfière. D'accord. Et puis, on découvre avec un regard absolument inattendu, tout nouveau, l'architecture des châteaux de la Renaissance qui parsèment tout le territoire du Loir-et-Cher en particulier, du Val-de-Loire en général. Les vols, c'est très tôt le matin, je crois, ou très tard. Ça peut se faire aussi en soirée ? Alors oui, en fait, il y a 2 vols par jour maximum, puisque la montgolfière, vous savez, c'est un aérostat, c'est un gros engin qui est plus léger que l'air et qui a besoin de voler dans des conditions atmosphériques tranquilles. D'accord. Donc du coup, c'est soit à l'aube, au lever du soleil, et donc c'est le vol du matin. Et en ce moment, eh bien, c'est assez magique. On a des couleurs sur la Loire et et le lever du soleil, c'est absolument sublime. Et donc le rendez-vous en ce moment est à 5h15. C'est pour les lève-tôt, mais ça vaut vraiment le coup. Et puis sinon, c'est 1 heure avant le coucher du soleil, en fin de journée, puisque c'est vraiment à ces 2 moments de la journée seulement que les montgolfières peuvent évoluer dans le ciel. On est en moyenne à 300 mètres d'altitude, ça peut grimper jusqu'à 1000 mètres d'altitude si les conditions le permettent. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit notamment cette faune exceptionnelle aussi, hein ? Oui. Alors, en montgolfière, surtout dans notre région qui est, vous savez, classée par l'UNESCO au titre de patrimoine vivant, on a à la fois tout le Val-de-Loire et ses paysages naturels, ses îles, la Loire, etc. Et on a tous les paysages historiques avec les châteaux. Chambord, vous évoquiez Chambord tout à l'heure, Blois évidemment, le château royal de Blois aussi. Et puis toutes ces centaines de châteaux qui parsèment vraiment le territoire et on les survole entre 300 mètres en moyenne. On peut descendre un petit peu en dessous, on peut monter plus haut. On a vraiment beaucoup d'amplitude pour admirer le paysage et l'architecture. Que ça donne envie. Merci à vous, Pauline Dubois, membre de l'équipage des Compagnons du Vent. Anissa, on va donner les tarifs. Oui, alors ça coûte 195 € par adulte, à partir de 150 € pour les enfants de moins de 15 ans. Mais il y a aussi des tarifs famille ou encore des tarifs de groupe à partir de 4 adultes embarqués. Donc vous pouvez vous renseigner dès maintenant en cliquant sur le www.compagnon au pluriel-du-vent.fr. Alors de Blois, on va aller maintenant à Saint-Dié-sur-Loire. C'est à 15 km pour une chouette activité en famille sur les traces du castor. Bonsoir Julien Guimard. Bonsoir. Vous êtes directeur, éducateur environnemental. Alors, au coucher du soleil, on se balade. Voilà, au crépuscule. C'est le meilleur moment pour observer cet animal qui est plutôt du soir, on va dire, plutôt du soir et de nuit. Voilà, donc avec le public, on peut l'approcher de pas très près, mais on peut bien l'observer. Donc ça, on fait ça en famille. C'est ouvert à tous, hein, les enfants. Alors, c'est ouvert à tous les publics. C'est pas une activité où on marche beaucoup, en fait. On est vraiment sur des sites, on va sur 2 sites différents, où on marche très peu. Le but, c'est d'accéder au site d'observation, et après, on est plutôt posé à un endroit pour observer l'animal en famille, en train de vivre sa petite vie en bord de Loire. D'accord. Parce qu'en effet, l'animation, elle se passe en 2 temps. Racontez-nous comment ça se passe. Voilà, donc on a un premier rendez-vous donc à la structure, on va dire classiquement, et on part sur un premier site où là on est sûr de ne pas déranger l'animal. On est sur un site donc là pour vraiment poser le milieu où il vit, comment il vit et comment il est revenu sur notre territoire, parce qu'il avait complètement disparu. Ouais, c'est ça. Il avait complètement disparu au début du XXe siècle. Il n'y avait pratiquement plus de castors en France et en Europe d'ailleurs. Pourquoi ? Il avait tellement été persécuté. Ah ben oui, c'est ça. Pour la fourrure, pour la viande, il a disparu. Et dans le Rhône, sur la vallée du Rhône, ils l'ont protégé assez vite et il a été complètement protégé fin des années 60, le premier animal protégé en Europe. Et à partir de là, il y a eu des campagnes de réintroduction et en Loire, il a été réintroduit à Blois dans les années 70. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, grâce à une très bonne reproduction et une réintroduction qui a bien marché, on a du
du Castor de Nantes jusqu'à Roanne, au barrage de Roanne, et puis surtout les affluents de la Loire. Parce que Voilà, donc le premier site, on explique un peu ça. D'accord. On explique son alimentation, on explique un peu son milieu de vie, et on va au pied d'un terrier-hutte. Ouais. Voilà la maison du Castor. Alors c'est pas une hutte comme au Canada, mais c'est un terrier-hutte, un mélange des deux. Plutôt un terrier-hutte d'hiver, donc il n'est pas occupé en ce moment. Et ensuite, quand on a bien vu tout ça, on se rend sur un deuxième site où on est sur le bord de Loire, en face d'une île, où là il y a un terrier-hutte, notamment de Castor, et on peut observer une famille donc qui va sortir vers 8h, 8h30, et puis vaquer à leurs occupations de soir et de nuit. Comment ça se passe? Vous prêtez tout le matériel? Comment on vient? Alors vous venez comme ça avec des chaussures, une petite laine, du produit anti-moustique s'il y a besoin, parce qu'en bord de Loire il y en a à cette époque. Et après nous on fournit jumelles et longue vue. Alors en ce moment c'est un peu particulier parce que la longue vue, donc on adapte dessus une tablette en fait pour qu'on puisse regarder sans avoir le contact avec l'œil. Ah oui. Pour éviter toujours dans le protocole des gestes barrières. Donc on observe à la longue vue, donc pour avoir vraiment une image un peu plus proche, et puis avec des jumelles qui sont prêtées, des bonnes jumelles. Chacun a une paire de jumelles et on peut observer le castor et puis d'autres choses, parce qu'évidemment il y a le castor, mais il y a aussi des oiseaux qui passent, il y a d'autres mammifères, parce que c'est une île qui est aussi habitée par du renard, par le sanglier, par le chevreuil, donc ils peuvent aussi sortir du bosquet. Merci, grand merci à vous Julien Guimard. Je vous en prie. On va donner les tarifs, Anissa. Oui, ça coûte 6 € par adulte et 4 € pour les enfants. Parfait, on dort où ce soir? Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry, alors on finit la semaine en beauté puisque cher Thierry, je vous emmène au paradis, rien de moins, et plus précisément au château de Paradis, nouvelle adresse qui fut une ancienne demeure du duc de Choiseul, esselé dans un parc magnifique de 17 hectares à 4 km d'Amboise et on est à 7 km de Chenonceau. Alors c'est un jeune décorateur qui a repris la propriété, transformée en maison d'hôte, 5 chambres, beaucoup de goût, mais vraiment beaucoup de goût. Tout est beau et ravissant, le bon tableau au bon endroit, le bibelot qu'il faut, des tissus de grands éditeurs parisiens. C'est vraiment très réussi. Très luxueux, mais en même temps très intime. On est un peu comme chez des amis, à condition qu'ils aient un château, bien sûr, avec pâtisserie maison au bord de la piscine, je vous dis pas. Et niveau tarif, on est aussi un peu comme chez des amis ou pas? Alors, on est... c'est pas très cher pour aller au paradis, puisque c'est autour de 200 €. Merci beaucoup Philippe, bien sûr, à lundi avec plaisir. Et Douce France se poursuit dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Nous sommes donc, vous l'avez compris, ce soir autour des châteaux de la Loire. Et à 19h49, on a faim, on passe à table. Le temps de déguster une spécialité du terroir français. Place aux saveurs. Et c'est toujours bien sûr avec Marion Sauveur. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Marion? Bonsoir, on mange des courgettes ce soir. Ouais. C'est la pleine saison. C'est un légume d'été par excellence. Alors je dis légume, mais botaniquement parlant, c'est un fruit, puisque le fruit vient de la fleur de courgette. On le cuisine comme un légume tout de même. Légume qui a besoin de chaleur, puisque la courgette est sensible au gel. Et elle nous vient d'Amérique. Elle aurait été domestiquée il y a 9000 ans. Elle aurait été ramenée en Europe par Christophe Colomb. Mais à l'époque, on la consomme comme une courge, puisqu'elle fait partie de la famille des courges. On la mange à maturité. Elle a donc une peau très dure et elle est pleine de pépins. Et c'est au XVIIIe siècle que les Italiens ont l'idée de consommer cette courge avant qu'elle soit totalement mûre et qu'on appelle aujourd'hui la courgette. Voilà. Alors je vous emmène chez un maraîcher, mais pas n'importe lequel. C'est Éric Roy, un faiseur de petits bijoux. Il produit des mini-légumes. Ah, c'est mignon, ça, j'adore. On part de Saint-Dié-sur-Loire, direction Saint-Genouf. On prend la route qui suit la Loire. On passe donc par Blois, Amboise, Tours. Et juste après Tours, on arrive dans cette petite commune, au Jardin des Rois. Bonsoir Éric Roy. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Vous êtes le roi des mini-légumes donc, que l'on trouve sur les tables des grands chefs de la région, c'est bien ça? On va plutôt dire que je produis des légumes de la meilleure qualité possible dans la vallée des Rois. Après, moi, je suis le roi de rien du tout. Oh, vous êtes trop humble. En ce moment, on trouve quoi comme produit alors? Alors, en rapport avec la courgette, dépendamment de tous les petits produits qu'on fait tout au long de la saison, on est sur des courgettes rondes ou longues qu'on arrive à faire en petite taille pour les consommer de différentes façons. D'accord. Souvent snacker, ça c'est très agréable. Il faut faire attention avec les courgettes parce que petites, elles peuvent avoir de l'amertume parce que
historiquement, on a fait des sélections variétales pour essayer d'éviter cette amertume qu'on trouvait dans les courgettes provoquées par les pépins. Ouais, d'accord. Et du coup, on cultive des variétés qui s'y prêtent bien, donc des petites variétés rondes, jaunes, qui une fois snackées sont toutes douces. Et puis j'ai une petite variété de courgettes vertes rondes qui s'appelle Zapalito, qui est une douceur exceptionnelle et qu'on consomme cru ou cuit avec un bon filet d'huile d'olive de qualité. On peut se régaler facilement. Voilà. Marion? Ben oui, et ce qui est génial avec les courgettes, c'est comme l'explique Eric, on peut les manger crues, poêlées, farcies. Alors il faut faire attention à la taille en fonction. Et les jaunes sont un petit peu plus sucrés et les longues vertes donc ont un peu plus d'amertume. Eric Roy, comment on fait pour choisir les courgettes sur le marché? Alors, c'est vraiment un légume qui est composé à plus de 90% d'eau, donc la fraîcheur est essentielle. La turgescence des cellules va faire que le produit va être flétri ou pas flétri. Donc, l'aspect visuel va être déterminant, la brillance aussi, et puis le pédoncule, il ne faut pas qu'il soit trop sec. Si toutefois vous trouvez un vrai maraîcher et pas un revendeur, donc un maraîcher qui l'aura récolté quelques heures avant, vous pouvez même avoir une petite gouttelette de sève à l'extrémité du pédoncule. Alors là, c'est la fraîcheur maximum, effectivement. Voilà. Parfait. Écoutez, bien, merci, grand merci à vous, Eric Roy. Bien sûr, on rend hommage cet été sur Europe 1 à nos producteurs passionnés, à nos restaurateurs. Merci beaucoup, Eric. On retrouve vos légumes à la table des plus grands chefs et on peut venir acheter une barquette chez vous, bien sûr, au Jardin des Rois. C'est à Saint-Génouf, tout près de Tours. Marion, on reprend la route. Et oui, et on va passer à table. Je vous emmène chez Christophe Hay. Donc on repasse par Blois, on s'arrête à Montlivaud, tout près de Chambord. C'est là qu'est installé le chef à la maison d'à côté. C'est le nom de son restaurant. Amoureux des produits, ce fils de boucher, petit-fils d'agriculteur, cuisine les légumes et les plantes de son jardin. Et il magnifie surtout les produits de la Loire. Et bonsoir Christophe Hay, pardon. Bonsoir à tous. Dans votre jardin poussent en ce moment notamment des courgettes. Vous en avez plusieurs variétés, c'est ça? En fait, je pense que le Val-de-Loire en général est une terre assez fertile justement pour toutes les variétés de courgettes. Ouais. Vous les cuisinez les courgettes dans vos 3 restaurants? Alors nous, on les utilise dans les 3 restaurants puisque du coup, il y a vraiment une multitude de variétés qu'on peut faire. Il y en a combien de variétés? On doit avoir 10 variétés différentes en ce moment. Ça passe par des rondes, des longues, ça passe par des blanches, des courges avec la peau un peu plus claire qui vont être un peu beurrées. Donc elles ont tout un intérêt en fait. Et on retrouve du coup des recettes complètement différentes dans vos 3 restaurants, donc 2 à Montlivaud, l'un gastronomique et l'autre bistrot, et un près d'Orléans qui s'appelle la table d'à côté. Dites-nous Christophe, cette année vous cultivez une nouvelle variété de courgettes et avec vous réalisez un plat axé sur le végétal. Racontez-nous, faites-nous cette idée un peu. Ce que disait Eric tout à l'heure, en fait, la Zapalito, c'est une variété de courges et qu'on utilise quand elles sont petites. Elles ont très peu de graines. Et en fait, cette courge Zapalito, ce qui est chouette, c'est ses notes un peu de petits pois. Donc là, on va vraiment aller chercher la fraîcheur. Ouais. On travaille avec un fromage frais de chez Julien Dufresne, donc qui est là à Cheverny et avec des vaches qui vont vraiment à l'extérieur, donc qui broutent de l'herbe et des fleurs. Et donc là, on a un lait qui est vraiment exceptionnel. Derrière, on va aller chercher la pimprenelle. La pimprenelle qui est cette petite herbe sauvage et qui a des notes un peu iodées de concombre. Un filet d'huile d'olive, quelques lamelles justement de cette courge Zapalito. Et si on a le bonheur d'avoir un peu de caviar de la maison Encar à Saint-Viâtre, là on apporte un peu d'iode. C'est le bonheur. On est au paradis. C'est ça, c'est ça. Christophe, on peut aussi réaliser des jus avec la courgette. Exactement. En fait, pour pas perdre toutes les petites parures qu'on a fait avec les courgettes, on fait une eau de courgettes et en fait, on va monter à 50 degrés ou 60 degrés, vraiment très légère. On va chauffer tout doucement avec de l'eau, les parures de courgettes légèrement salées. On va laisser ça infuser pendant 20 minutes. On vient le filtrer. Et ce jus, en fait, on va le mettre au frais et on va le servir glacé. Ah, parfait. Et là, on va apporter justement de la fraîcheur sur le plat. D'accord, parfait. Grand merci à vous, Christophe. Et on déguste votre cuisine à la maison d'à côté, votre table gastronomique, mais également au bistrot d'à côté. C'est à Montlivaud, dans le Loir-et-Cher. Marion, on se retrouve lundi ? Oui, on se retrouve lundi dans la matinale de François Geffrier avec un coquillage, la palourde. Et un grand merci à l'Interfell qui nous a apporté ces jolies courgettes qu'on a en studio. L'Interfell qui propose des idées de recettes pour cuisiner maison tout l'été sur leur site Les
fruits et légumes frais.com. On se retrouve bien sûr, Marion, lundi. On dégustera la palourde et on sera en Bretagne dans un instant.